Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple question pourrait faire s'effondrer tout ce que je croyais stable dans ma vie. Je peux te poser une question personnelle, dit-il, à peine plus fort qu'un murmure. Je me souviens de la façon dont sa voix tremblait, pas de peur exactement, mais du poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. J'ai levé les yeux de la table de la cuisine, où je feuilletais discrètement un vieux magazine. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais encore jamais vu, de la vulnérabilité, peut-être, ou quelque chose que je n'osais pas nommer. Bien sûr, ai-je répondu, sans savoir que ces deux mots résonneraient dans ma tête pendant des semaines. Il a hésité, ses doigts se resserrant autour du verre d'eau qu'il n'avait presque pas touché. Puis c'est sorti, maladroit, brut, mais suffisamment clair. Comment sait-on quand on est prêt, pour la première fois? Il n'a pas pu me regarder en le disant, fixant simplement la buée qui se formait au fond du verre. L'atmosphère dans la pièce a changé, pas de façon dramatique, pas de tonnerre, pas de pause cinématographique, mais suffisamment pour que je le ressente dans ma poitrine. Ma gorge s'est asséchée aussitôt. J'ai dégluti difficilement et forcé un sourire, essayant de garder les choses légères. « Tu penses à quelqu'un ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules, mais le rouge qui lui montait aux joues en disait bien plus que ses mots. « Pas vraiment. Je veux dire, personne en particulier. Je veux juste, pas que ça compte pour rien, tu vois ?» J'ai hoché la tête lentement, sans trop savoir combien de vérité il attendait de moi et combien j'étais capable de lui en donner. C'est différent pour chacun, ai-je dit, mais si tu te poses la question, c'est peut-être un signe que tu n'es pas encore prêt. C'était la réponse prudente, celle que je pensais être suffisante pour clore la conversation, mais ce ne fut pas le cas. Il a levé les yeux à ce moment-là, vraiment levé les yeux vers moi, et le silence entre nous n'était pas gênant. Il était lourd, chargé de choses qu'on n'avait jamais dites à voix haute, de moments que j'avais relégués au hasard, la façon dont il s'attardait un peu trop longtemps après une étreinte, la douceur de sa voix lorsqu'on parlait tard dans la nuit. Je l'avais remarqué, bien sûr que je l'avais remarqué, mais j'avais enfoui ça sous la raison, sous l'instinct maternel, ou du moins, c'est ce que je me racontais. Je me suis éclipsée dans la buanderie, le cœur battant dans ma poitrine. Je n'avais pas peur, pas vraiment. J'étais confuse, ébranlée par ce calme que j'avais ressenti, assise en face de lui, à parler d'un sujet si intime. Ce qui me troublait encore plus, c'était de constater que ça ne me troublait pas. Je me sentais vue, et ça m'a terrifiée. Plus tard, cette nuit-là, quand la maison s'est enfin tue, je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond. Sa question tournait en boucle dans ma tête, pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont il les avait prononcés, pas avec audace, pas de manière déplacée, juste avec honnêteté, en toute confiance. Et c'est cette confiance qui me hantait, parce qu'elle signifiait qu'il voyait en moi quelque chose que je n'étais même pas prête à admettre. Il n'était pas mon fils biologique. Cette précision compte, même si elle ne devrait peut-être pas. Il était le fils de mon mari, issu d'un précédent mariage. Il vivait avec nous à plein temps depuis presque 2 ans maintenant, et avec le temps, un lien naturel et simple s'était tissé entre nous. J'avais été un refuge pour lui quand son père était émotionnellement absent. Ce qui avait commencé par des conversations sur l'école et les amis était devenu plus profond. On parlait de musique, de livres, de cette impression que le monde est parfois trop bruyant. J'en étais venue à attendre ces moments avec impatience, pas comme un parent cherche la connexion avec un enfant, mais comme quelqu'un qui, après des années d'invisibilité, retrouve enfin le sentiment d'être compris. Mon mariage était vide depuis des années. Mon mari, toujours au travail, absent émotionnellement, on ne s'était pas touché depuis des mois, on avait parlé ensemble depuis encore plus longtemps. Alors, quand son fils avait commencé à veiller tard avec moi, à me poser des questions, à rire de mes blagues idiotes, quelque chose s'était réveillé en moi, quelque chose que j'avais enfoui. Je m'étais pourtant dit que c'était innocent, que je comblais les absences de son père, qu'il n'était qu'un jeune homme en quête de repères, jusqu'à ce soir-là, où il m'a posé cette question. Ce n'était pas vraiment une question de sexe, c'était une question de proximité, de connexion, et pendant un court instant, je me suis vue en lui, mon moi plus jeune, en quête de quelqu'un pour lui expliquer ce qui est censé être l'amour, envie qu'on me dise que c'est normal d'avoir peur, que vouloir être pris dans les bras ne fait pas de nous quelqu'un de faible. C'est à cet instant que j'ai compris que j'étais en danger, pas parce qu'il avait franchi une limite, mais parce que moi, je l'avais franchie, pas par des actes, pas encore, mais en pensée,
en rejouant ces mots encore et encore, bien après qu'il soit allé se coucher, en voulant le protéger des erreurs que j'avais faites, en voulant égoïstement, dangereusement, être celle dont il se souviendrait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, et au matin, je n'avais toujours pas de réponse, ni pour lui, ni pour moi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé, comme si sa question ne s'était pas enracinée quelque part, profondément dans ma poitrine, mais c'était fait. Tout semblait plus lourd après cette nuit-là, nos conversations, nos regards, les silences entre les mots. Je me suis mise à éviter de me retrouver seule avec lui, mais d'une façon ou d'une autre, on finissait toujours par se retrouver dans les mêmes pièces, les petits matins calmes à table, les vaisselles tardives, les films qu'on regardait sans vraiment les suivre. Et c'est au cours d'une de ces soirées qu'il a reparlé, plus doucement cette fois, comme s'il savait qu'il frôlait quelque chose de fragile. Je voulais pas rendre les choses bizarres, a-t-il dit. Je savais juste pas à qui d'autre en parler. Je l'ai regardé longuement, cherchant la bonne réponse, pas celle qu'on formule avec prudence, la vraie. Ce n'est pas bizarre, ai-je dit. Tu m'as fait confiance, et ça compte. Il m'a souri, reconnaissant, et j'ai détesté la chaleur que ce sourire a réveillée en moi, quelque chose que j'avais essayé de garder endormi. Je me suis raconté que je faisais juste preuve de gentillesse, que je remplissais un rôle que son père ne voulait pas assumer, mais la vérité, c'est que j'aimais la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui compte. J'avais cessé de me sentir comme ça depuis longtemps. Mon mari s'était éloigné des années plus tôt, d'abord à cause du stress du travail, puis sont venues les trahisons discrètes, les flirts que je faisais semblant de ne pas remarquer, les voyages d'affaires qui n'avaient aucun sens. Il n'a jamais rien avoué, mais l'intimité est morte quand même. Avant, je pleurais pour ça, et puis j'ai même arrêté de pleurer. Le silence a remplacé les confrontations. Je n'avais plus l'énergie de supplier quelqu'un de tenir à moi. Et puis son fils est venu vivre avec nous. Au début, je le traitais comme un invité poli, distante, maternelle d'une façon très prudente, mais lui, il était différent, attentionné. Il me demandait comment s'était passée ma journée, pas juste pour être poli, mais vraiment. Il remarquait quand je changeais de coiffure, quand je me couchais trop tard, quand j'oubliais de manger. Ce genre d'attention, ça fait quelque chose à une personne qui se sent invisible chez elle. Il ne se contentait pas de me voir, il me faisait sentir vue, et je me suis dit que c'était sans conséquence. Il était jeune et j'étais mariée. Peu importait qu'il ne soit pas mon fils biologique, la limite était claire, je ne la franchirais jamais. Mais les émotions n'en ont que faire des limites, elles s'infiltrent par les failles, déguisées en réconfort. Je l'ai vu ce soir-là, où on parlait de tout et de rien, plat préféré, musique qu'on aimait. Il m'a demandé si j'avais déjà été amoureuse, la vraie, celle, disait-il, qui fait un peu mal à la poitrine. J'aurais dû en rire, changer de sujet, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit oui, puis je lui ai dit la vérité, ça faisait des années. Son regard s'est adouci, comme s'il s'en doutait déjà. C'est vraiment triste, il a dit. Vous méritez mieux. Je ne sais pas pourquoi ça m'a touché à ce point, peut-être parce que personne ne m'avait dit ça depuis longtemps, ou peut-être parce qu'il le pensait vraiment. Tout le monde mérite de se sentir désiré, a-t-il ajouté, pas seulement toléré. Et là, je me suis un peu brisée. On ne s'est pas touché, on n'était même pas si proches physiquement, mais l'air était électrique, comme si quelque chose de non dit était passé entre nous, quelque chose qui n'avait rien à faire là, mais qui était quand même là. J'ai essayé de remettre des distances, je me suis couchée plus tôt, j'ai écourté les discussions, mais il l'a remarqué. Un soir, il m'a demandé, j'ai fait quelque chose de mal? Et cette question a ébranlé mes résolutions plus que tout, parce que non, il n'avait rien fait de mal, il avait été sincère, gentil, honnête. C'était moi qui n'arrivais plus à distinguer où s'arrêtait l'affection et où commençait le besoin. Ce n'était plus un enfant, il devenait un homme, maladroitement, avec tendresse, et il n'avait pas de mère pour le guider. Il avait moi, et ce rôle était sacré, jusqu'à ce que je commence à désirer plus que sa confiance. Il a commencé à se confier à moi, surtout ses insécurités, ses relations passées, la pression d'être quelqu'un qu'il ne se sentait pas encore prêt à devenir. Je lui offrais des mots rassurants, comme n'importe qui devrait le faire, mais au fond, une partie de moi voulait être celle à qui il comparerait les autres, pas parce que je le voyais comme une conquête, mais parce qu'il me rappelait une forme d'amour que j'avais oubliée, un amour doux,
celui qui écoute. On a recommencé à passer du temps ensemble, doucement, prudemment, et même si aucun de nous ne l'a dit, quelque chose avait changé. Je n'avais plus l'impression d'être une gardienne, j'étais un miroir, reflétant ses peurs, sa curiosité, sa façon de comprendre ce que l'amour devrait être, et je voyais dans son regard ma propre fin. Je ne voulais pas qu'il la voie, mais il l'a vue. Il a recommencé à veiller tard, à s'asseoir un peu plus près, à poser des questions qui frôlaient la limite de l'acceptable, pas explicitement, juste dans l'intimité émotionnelle. « Tu crois que c'est possible de vouloir quelque chose et de savoir que c'est mal ?» Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé, et il m'a regardé en retour, comme si on savait tous les deux exactement ce qu'on faisait semblant de ne pas ressentir. Et dans ce silence, on a pris une décision qu'on n'a jamais dite à voix haute. On ne lui donnerait pas de nom, on n'agirait pas, mais on continuerait, soir après soir, à faire semblant que ce lien était innocent, même quand il ne l'était plus. Une semaine est passée où on s'est à peine parlé, pas à cause d'un malaise, mais par une reconnaissance silencieuse qu'on flirtait dangereusement avec quelque chose qu'aucun de nous ne savait nommer. Mais la distance n'a rien apaisé, au contraire, elle a rendu ce lien plus vif, plus insistant. Je me suis surprise à penser à lui dans la journée, à rejouer nos conversations, à me rappeler comment il m'écoutait, si intensément, si présent. J'avais honte de ses pensées, mais la honte ne les a jamais arrêtées, elle ne fait que les enfouir plus profondément, là où elles pourrissent. Un soir, il a frappé à ma porte, pas tard, pas de façon déplacée, juste assez après l'heure du coucher pour me couper le souffle. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste fixé la porte, le cœur battant. Puis sa voix a traversé, à peine audible, je voulais juste dire bonne nuit. J'ai ouvert. Il était là, les mains dans les poches de son sweat, l'air à la fois du garçon qu'il était encore et de l'homme qu'il devenait. Cette contradiction m'a désarmée. J'ai esquissé un sourire doux. Bonne nuit, ai-je dit, la voix posée, même si je ne l'étais pas du tout. Il n'a pas bougé. J'arrive pas à dormir, a-t-il avoué. Quelque chose en moi s'est fissuré. J'ai reculé sans réfléchir. Il est entré, hésitant, et s'est assis au bord du lit, comme s'il testait le poids du moment. Je me suis assise en face de lui, les jambes repliées, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre. Je me sens si idiot, a-t-il dit au bout d'un moment, comme si j'avais tout gâché. Et tu n'as rien gâché, ai-je murmuré. Rien de tout ça n'est ta faute. Il a levé les yeux, la douleur gravée sur le visage. Mais je t'ai mise mal à l'aise. Non, répondis-je trop vite, tu ne l'as pas fait. Nos regards se sont croisés à cet instant, et j'ai su que lui aussi le savait. Il n'y aurait pas de retour en arrière après cette phrase. Il a tendu la main, non pas pour me toucher, mais pour prendre la mienne doucement. Nos doigts se sont entrelacés, sans effort, sans hésitation. Je n'ai pas retiré ma main. J'aurais dû, mais son contact ne me semblait pas mauvais, il me paraissait inévitable. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-il dit, mais je sais que je ne me suis jamais sentie aussi en sécurité avec personne. Ma gorge s'est nouée. Et tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin de savoir que je te vois vraiment. Et à ce moment-là, je crois qu'on a tous les deux compris ce qui avait grandi entre nous. Ce n'était pas du désir, pas quelque chose de léger ou de fou, c'était bien plus dangereux que ça, c'était de la tendresse, cette proximité douce et douloureuse qui naît du fait d'être vue, connue et malgré tout acceptée. Et elle s'est penchée, pas avec assurance, ni même audace, juste assez pour effleurer la limite. Son front a touché le mien, rien de plus, mais c'était suffisant, trop. Ma respiration s'est coupée, mes doigts se sont resserrés autour des siens. Puis j'ai reculé. Je ne peux pas, ai-je dit, on ne peut pas. Il n'a pas protesté, il n'a pas supplié, il a simplement hoché la tête, comme s'il savait que c'était à moi de le dire, comme s'il comprenait que je devais être celle qui serait forte. Il s'est levé lentement, et avant de sortir de la pièce, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne cherchais rien de toi, j'avais juste besoin de savoir si c'était réel, ce que je ressentais, ce que tu ressentais. Ça l'était, je répondis. C'est ce qui rend ça dangereux. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je suis restée là, dans le silence, et j'ai laissé les larmes couler, pas parce que je regrettais, mais justement parce que je ne regrettais rien, et ça, c'était ce qui me terrifiait le plus. Le lendemain,
J'ai essayé de sourire, de prétendre que rien n'avait changé, mais nous étions plus silencieux, plus prudents. Nous savions ce que nous avions frôlé, nous savions à quel point ça aurait pu aller plus loin. La limite n'avait pas été franchie, pas physiquement, mais émotionnellement, nous l'avions largement dépassée, et ça ne disparaissait pas. C'est ça qui m'a brisé. Le temps n'atténuait rien, chaque regard, chaque instant partagé portait encore le poids de ce qui n'avait pas été dit. Un soir, il est revenu me parler, pas avec du désir, mais avec des questions, son avenir, ses projets, ses peurs, et j'ai compris quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il n'avait pas besoin d'une amante, il avait besoin de quelqu'un pour croire en lui, et moi, quelque part en chemin, j'avais confondu sa recherche de réconfort avec ma propre faim d'être désirée. Ce soir-là, je lui ai dit doucement mais clairement qu'on devait arrêter, pas seulement éviter la limite, mais s'en éloigner totalement. On ne pouvait pas être l'échappatoire émotionnel l'un de l'autre. Il a eu l'air anéanti, mais il n'a pas discuté, il a juste hoché la tête. Je lui ai souri malgré la douleur dans ma poitrine. Moi aussi. Il est allé se coucher. Je suis restée là, dans le noir, pas en me sentant comme une coupable ou une victime, juste comme une femme qui avait oublié qui elle était, qui avait failli laisser quelque chose de précieux devenir quelque chose de destructeur, et le pire, c'est qu'une petite partie de moi aurait voulu que les choses soient différentes. Les semaines ont passé, et l'air entre nous s'est petit à petit éclairci, pas parce que les sentiments avaient disparu, mais parce qu'on avait choisi de respecter cette frontière qu'on avait enfin reconnue. Il s'est plongé dans ses études et son petit boulot, a commencé à passer plus de temps dehors avec des gens de son âge. J'ai remarqué le changement. La distance a aidé, elle m'a rappelé qui je devais être pour lui et pour moi. Je me suis occupée, j'ai plongé dans le travail, la routine, n'importe quoi pour me distraire de ce qu'il s'était presque passé. La culpabilité n'a pas disparu, mais elle s'est adoucie. J'ai cessé de me détester pour ce que j'avais ressenti et j'ai commencé à comprendre pourquoi. C'était une réponse à des années de solitude émotionnelle, pas une excuse, mais une réalité à affronter. J'avais été tellement seule pendant tellement longtemps que je ne reconnaissais plus l'attention qui n'était pas intéressée. Son attention à lui m'avait semblé comme de l'eau après une sécheresse. Ça n'avait rien à voir avec l'âge ou le rôle, tout à voir avec le fait d'être enfin vue après des années dans l'ombre. Mon mari, lui, est resté indifférent, enfermé dans son monde. On avait depuis longtemps cessé de faire semblant que notre mariage était plus qu'un contrat. Il n'y avait plus de trahison possible entre nous, plus rien d'intime à violer. J'avais cru un temps que ça rendait inoffensif le fait de ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais j'ai compris que le vrai danger n'était pas dans ce qu'on avait dit ou fait, il était dans ce qu'on avait ressenti. L'infidélité émotionnelle n'a pas besoin de baisers ni de caresses pour laisser des traces. Un soir, en mettant la table, il s'est arrêté à côté de moi, il n'a rien dit, n'a rien cherché, il m'a simplement regardé et m'a souri, un vrai sourire, pas chargé de confusion ni de désir, et je le lui ai rendu. C'était notre trêve silencieuse, un merci, un adieu à ce qui avait failli exister. Avec le temps, il a rencontré quelqu'un, une fille de son travail, douce, confiante, à sa place. Il l'a invitée un soir à dîner. Je les ai observés à table, la façon dont il se penchait vers elle pour l'écouter, comment elle s'illuminait en riant. J'ai ressenti la paix, pas de jalousie, pas de regret, juste une sorte de clôture. Après le dîner, il m'a aidé à ranger. Quand on s'est retrouvés seuls dans la cuisine, il m'a dit « Je suis vraiment heureux ». J'ai hoché la tête. Je sais, je le vois. Il a hésité, puis a ajouté « Je ne le serais pas sans toi ». Il y a eu un silence, un accord tacite. Je suis fière de toi, et je murmurai. On n'en a plus jamais parlé. La vie a repris. Il a fini par déménager, a pris son propre appartement. On s'envoyait des messages parfois, rien de profond, juste des nouvelles. J'ai gardé mes distances, pas par peur, mais par respect. Il construisait sa vie, et moi, j'avais enfin retrouvé la mienne. Dans le calme qui a suivi, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, ce qui ne s'était pas passé, ce que j'avais voulu, ce que je m'étais empêché de prendre, et j'ai compris la différence entre une erreur et une tentation à laquelle on résiste. La leçon n'était pas dans les conséquences, elle était dans la retenue. J'ai commencé à travailler sur mon mariage, non pour le sauver, mais pour y mettre fin honnêtement.
On a divorcé dans le calme, sans cri, sans drame, juste la volonté de deux personnes qui avaient cessé de se voir depuis longtemps. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, sans honte, sans chagrin, avec une forme de respect, pas parce que c'était bien, mais parce que ça m'a rappelé que j'étais encore vivante, que j'avais encore besoin de connexion, de profondeur, de vérité. Ce qui a failli arriver, ce n'était pas de l'amour, c'était le souvenir de ce que l'amour devrait être, et dans ce miroir fragile, j'ai vu à quel point je m'étais éloignée de moi-même. Il ne m'a pas sauvée, et je ne l'ai pas sauvé non plus, mais dans cet espace étrange et compliqué qu'on a partagé, on s'est réveillé l'un l'autre, on s'est rappelé ce que ça voulait dire d'avoir de l'importance. C'est ça que je garde, pas l'attention, pas le « presque », mais la clarté qui a suivi. On n'est pas tombé, on a reculé, et dans cette décision, on est devenu plus que ce qu'on aurait pu détruire. Parfois, l'amour ne ressemble pas à du romantisme.